Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes cette fois-ci à Lausanne. On a parlé la fois dernière à Genève avec monsieur Anatole Malou qui nous a expliqué beaucoup de choses sur l'histoire du Congo et nous étions arrivés vers les années 80. Avant de parler de l'actualité, d'analyser, parce que là il a beaucoup plus raconté les faits et c'est son côté historien qui a parlé. Bon, maintenant, analyste, juriste de formation avec une certaine expérience professionnelle en Occident, ces côtés-là, on va confronter ses connaissances avec la réalité actuelle. Et lors de la dernière émission que vous pouvez voir, entre autres, sur tous vos sites, et notamment sur Nasport TV, nous étions vers les années 80 avec le dossier des 13 parlementaires. Alors, les 13 parlementaires qui se sont révoltés contre l'MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, ont connu beaucoup de péripéties malheureuses. Et vous, à cette époque, vous étiez à l'étranger. Donc, il devait y avoir collusion parce que vous êtes un opposant de longue date. Et ils se sont révoltés contre Mobutu. Et parmi ces parlementaires, on a parler d'Etienne Tshisekedi parce qu'à posteriori, c'est lui qui est resté et c'est lui qui est devenu, entre guillemets, la star du mouvement. Mais au commencement, émergeait-il parmi les 13 parlementaires où il était au même niveau, au même diapason que les autres? À mon avis, mais ça, ce sont des analyses qu'il faut approfondir à partir de toute une série d'éléments. À mon avis, il a émergé dans ce groupe de parlementaires par tempérament personnel. Je crois que dans leurs déclarations, dans leurs fameuses lettres, maintenant on le sait, historiquement, il y a tel et tel qui l'ont rédigé, tel et tel qui l'ont vraiment porté en fonction de leur propre tempérament politique, parce qu'il y avait des personnes aussi différentes de tempérament que Tshisekedi, et un homme comme Ngalula, qui lui est un politicien parmi les politiciens les plus habiles du Congo. Il y avait un homme comme Ngalula. Il ne se réfugiait pas derrière l'étiquette intellectuelle en tant que telle. Pendant que dans le groupe des 13 parlementaires, il y avait des gens qui revendiquaient la qualité d'universitaire et des choses comme ça. Mais finalement, c'est une question d'audace personnelle, de tempérament, qui a fait que Tshisekedi, à un moment donné, a pris le dessus. Et puis, il faut dire que c'est dans tout ce groupe, celui qui était allé assez loin avec le régime de Mobutu, puisqu'il était au départ quand même une personnalité de l'entourage de Mobutu très connue. Il en a connu toutes les turpitudes, donc sa parole pouvait peser beaucoup plus parce qu'il était beaucoup plus connu du public comme étant un des éléments fondateurs du Mobutisme. Nous reviendrons sur Tshisekedi largement dans question d'actualité, mais pendant cette période, il y a un groupe qui s'est vissé, entre guillemets, au pays, c'était les groupes de Binza. Qu'en savez-vous? Le groupe de Binza, ça c'est une affaire qui date de beaucoup plus longtemps. Depuis les années 60, on savait, et d'ailleurs même quand on parle de la période des années 80 avec tout cela, on ne peut pas analyser ce phénomène sans se référer au rapport de force sur le plan international. C'est très très important. Ce qui a pu être fait par les 13 parlementaires, c'est quelque chose qui a aussi reçu des encouragements dans une certaine communauté internationale. Et le groupe de Binza était un groupe par lequel certaines orientations pour le pays étaient décidées à l'extérieur par des puissances extérieures, et notamment les États-Unis, et le groupe de Binza était un groupe qui avait pour fonction de donner une base politique au pouvoir, mais pas une base ancrée dans la population, mais une coterie
comme on a commencé à le dire à certaines périodes au Congo. Donc c'est les couloirs du pouvoir, et ça existe n'importe où. Et donc cette réalité-là, c'est peut-être là que se sont concoctées certaines évolutions du pays, mais à l'extérieur aussi, ceux qui voulaient voir dans leur intérêt, les puissances qui voyaient qu'il fallait absolument que les choses s'ouvrent au Congo, se sont appuyés là-dessus et ont encouragé. On ne peut pas ignorer, l'influence des ambassades et des contacts qu'ils ont avec les différents acteurs politiques. Alors, nous sommes maintenant en 1990, vient l'ouverture politique et la conférence nationale souveraine qui s'en suivra un peu plus tard. Qu'est-ce qui a conduit à cette ouverture politique? C'était une manœuvre habile de Mobutu pour relâcher un peu la pression interne, ou c'était par la force inéluctable des choses qu'on en soit arrivé là? Je crois que la réponse est dans ce que je viens de dire. Au niveau international, il y avait une évolution certaine des rapports de force. Le camp socialiste, le camp communiste, comme on disait, était en train de se fissurer gravement. Les États-Unis eux-mêmes étaient empêtrés, dans des guerres, dans différentes guerres, etc. Et on était dans une espèce de chaos international. Et les relais sur le plan local, dans des républiques et républiquettes africaines qui n'ont de république que le nom, tous ces gens-là servaient des intérêts étrangers. Et on les maintenait au pouvoir pour éviter un certain nombre de soulèvements populaires, etc. Mais à un moment donné, les soulèvements populaires, c'est comme un fleuve qui commence à déborder. À un moment donné, on ne peut pas arrêter ça. Et toutes ces forces étrangères ont quand même des espèces de baromètres pour savoir ce qui se passe dans les populations. Le niveau de misère qui s'accentue malgré l'augmentation des richesses de ceux qui ont le pouvoir, donc le niveau de corruption, tout cela, etc., ça commençait à avoir des échos au sein de la population. Et pour devancer des soulèvements populaires, il a fallu relâcher la pression. Et la pression a été mise sur Mobutu pour qu'il ouvre le jeu politique. Alors, on en arrive à la conférence nationale souveraine. Oui. Si c'était à reprendre, qu'est-ce qu'il faut rectifier de ces forums? Dans la procédure en tant que telle, il n'y aurait pas grand-chose à rectifier, sauf le contenu et l'intelligence des intervenants. Je crois que les gens sont allés à la conférence nationale sans toujours saisir la portée de l'événement, en disant que c'est eux qui devaient être les premiers acteurs et qu'ils pouvaient mettre dehors tous ceux qui avaient empêché ce pays d'évoluer. Ils pouvaient faire place nette. Mais malheureusement, il y a cette excroissance de nos indépendances qui s'appelle la classe politique. La classe politique qui gesticule beaucoup, mais ils gesticulent entre eux, mais ils ne regardent plus tellement le peuple. Le peuple devient un alibi. Alors ça fait qu'ils ont commencé à penser plutôt au partage du gâteau plutôt qu'à mettre en place une véritable politique pour changer les choses. Donc c'était des compromis entre différentes forces politiques, et les compromis sont devenus des compromissions. Il y a des gens qui changeaient de camp parce que ça payait plus d'un côté que de l'autre, et ainsi de suite. Je crois que la classe politique elle-même a été surprise par la combativité du peuple congolais à la base. Mais au lieu d'analyser cette combativité et de la saisir pour, cette fois-ci, resservir au peuple, de nouvelles institutions, répondre à ses attentes, eh bien, ils ont commencé à se comporter comme un gâteau et à se partager le pouvoir en tant que tel. Et je crois que si quelque chose devait
être refait en ce moment, il faudrait miser sur l'intelligence, et pas seulement l'intelligence politique, mais le niveau de conscience des acteurs. Et pour cela, la société civile, ce qu'on appelle la société civile, chez nous, c'est de manière abusive. C'est un parti politique qu'on appelle société civile. C'est devenu un parti politique. Avec un secrétaire général, la totale. C'est un parti politique qui s'appelle société civile. La société civile, au départ, c'est dans la communauté des citoyens, différentes organisations. Et au sein de ces différentes organisations, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que par la suite, beaucoup de militants politiques qui croient au développement du pays ont raisonné dans des cercles de réflexion. Notamment, nous avons toujours pensé que la société civile peut être un acteur déterminant pour faire pièce aux, comme ils s'appellent maintenant eux-mêmes, aux opérateurs politiques. En faisant quoi? C'est-à-dire dans toutes les structures de la société, introduire les éléments de conscience nationale. Et ça, quand on développe ça, lorsque, par exemple, il y a une association de médecins, c'est des médecins, ils peuvent dire, nous sommes des techniciens, nous soignons les malades, nous ne nous occupons pas de politique. C'est une fausse orientation. Ils doivent se dire, en tant que médecin, je soigne, je dois être indifférent aux causes de la maladie? Non. S'il n'y a pas de politique de santé sanitaire. Oui, ça implique une politique de santé, ça implique un engagement politique tout court, ça implique des convictions personnelles qui sont de l'ordre moral et de l'ordre politique, en plus de la technique. Et à partir de ce moment-là, on fait quelque chose, on introduit, et ça, ce serait la société civile qui viendrait faire pièce à des opérateurs politiques qui, eux, se partagent le pouvoir et sont souvent prêts à vendre le pays pourvu qu'ils bénéficient de toutes sortes d'avantages. Ce qui arrivera après, ce n'est pas leur problème. Et à propos de vendre les pays, on remarque que en 1997, donc, Laurent Désiré Kabila arrive. Oui. Et ça, d'ailleurs, on ouvrira vraiment un chapitre sur vous de la diaspora, avec le forum de Blankenberg, mais ça, on y reviendra vraiment. Donc, Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Certaines personnes l'ont qualifié, oui, après sa mort, d'héros national. Pensez-vous que ce soit vraiment un héros? Non, un héros, voilà. Non. Je crois que c'est un peu abusif de considérer Kabila comme un héros national. Je le dis, ça ne plaira pas à un certain nombre d'individus, mais c'est bien étayé. Je vous ai dit dans les entretiens que nous avons eus avant que en tant que jeunes, lorsque nous étions dans des organisations qui avaient une option politique déterminée, notamment dans le cadre du mouvement étudiant, nous avions, une très forte sympathie, voire des relais, des passerelles avec les mouvements révolutionnaires dans lesquels étaient engagés des gens comme Laurent Désiré Kabila. Mais ces mouvements, à un moment donné, que ce soit Moulélé dans le Kouilou, que ce soit tous ceux qui étaient à Kisangani, genre Gizenga, les Beignets et tous ces gens-là, à un moment donné, ils ont été dépassés par ce qu'était le vrai destin du Congo. À l'époque, il y avait l'opportunité de jouer sur les antagonismes entre l'Occident et les pays communistes, etc. Mais ceux qui optaient, par exemple, pour les pays communistes, ce qu'on disait nationalistes, étaient manipulés aussi par les pouvoirs de l'Est. Et c'était devenu un jeu entre puissances étrangères dans lesquelles les Congolais eux-mêmes, en commençant par les dirigeants nationalistes, étaient des marionnettes, ou parfois tout simplement ils étaient inconscients. Il suffit de se référer à ce qui s'est passé. Laurent Désiré, héros national, eh bien, au moment où le Congo
avait des troupes militantes, comment dire, des partisans qui ont mené des guerres de libération nationale. Le peuple congolais a beaucoup lutté. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les Congolais, les Congolais ont lutté ». Ce n'est pas le peuple congolais qui a manqué de combativité. Mais à un moment donné, après avoir remporté toutes ces victoires, hein, quand ils étaient repliés à l'est, dans le Kwilu, etc., bien, Che Guevara débarque au Congo pour dire, après une certaine analyse, on va se focaliser là. Hein, c'est à l'époque où nous, étant plus jeunes, le slogan des Cubains, des autres, était de dire il faut créer 1, 2, 3, 4 Vietnam pour déstabiliser l'impérialisme qui était en train de faire du mal à nos pays. Nous y croyons. Et Che Guevara, pour respecter cette philosophie-là, est venu se battre au Congo. Se battre au Congo. C'était le terrain favori de la lutte anti-impérialiste à l'époque. Qu'est-il advenu? Kabila n'a pas du tout accepté cela. Il a tout fait pour se débarrasser le plus vite possible de Che Guevara. Et quand vous lisez les mémoires de Che Guevara aujourd'hui, ou les interviews des gens qui ont été avec le Che, dans ce combat-là, on comprend beaucoup de choses. On pouvait comprendre dès ce moment-là que Kabila et beaucoup d'autres que nous avons connus étaient devenus, dans le meilleur des cas, tout simplement des gens qui avaient développé un certain nombre d'affaires personnelles. Et la révolution dont il parlait était devenue tout simplement, comment dire, un fonds de commerce. Alors, à son assassinat en 2001, oui. Et la question, je la pose à l'intellectuel que vous êtes. Oui. Donc, on l'assassine, oui. Des gens se retrouvent autour d'une table, et on fait porter au pouvoir quelqu'un qui n'a aucune expérience politique et qui avait 29 ans à l'époque. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, ce qui a pu se passer, à mon avis, c'est que Kabila, Laurent Désiré, son pouvoir était déjà miné. Mais il est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, en s'autoproclamant. Parce que ceux qui l'avaient amené au pouvoir avaient, eux, d'autres visions. Ils ne le profilaient pas comme, comment dire, comme le président. Il était trop intelligent politiquement pour ne pas comprendre ça. Il s'est empressé de s'autoproclamer et il a pris de vitesse ceux qui s'apprêtaient à faire autre chose. Et cela, on ne le lui pardonnera pas. Alors, il a essayé, en même temps, quand il se souvenait qu'il venait du nationalisme, alors il essayait de se dire, et tous ceux qui l'ont connu de près savent très bien qu'il croyait être toujours le plus malin, hein, qu'il pouvait faire des tours de passe-passe, etc. Malheureusement, la politique, parfois, ce n'est pas seulement des tours de passe-passe. Parfois, on se retrouve être pris dans ses propres choses trappes. Hein. Alors, lui, il se disait, il m'amène au pouvoir, bon, je donne ceci, je donne cela, je fais semblant de ceci, et puis après, je m'en débarrasse. Non pas pour faire quelque chose de purement congolais, mais il avait des réminiscences de nationalisme. Mais il tournait déjà dictateur. Hein, parce que le nombre de gens, et nous en connaissons, qui ont été éliminés, lorsque même étudiants, ils avaient rejoint le camp de Kabila dans la guérilla, il y en a qui ont été éliminés physiquement. Vous pensez à Ngandou Kassese? Ngandou Kassese, c'est beaucoup plus tard. Mais même avant ça, je connais un ou deux camarades qui étaient avec nous à Bruxelles qui ont rejoint Kabila à un moment donné. Après, parce qu'ils y croyaient, à un moment donné, ils se sont trouvés, ils sont morts. Donc,
Je crois qu'en ce moment-là, il y avait plus un jeu de pouvoir qu'un jeu, comment dire, de sauvetage du Congo par des nationalistes. Et lorsque Kabila, à un moment donné, a cru pouvoir, peut-être en accélérant la marche, se débarrasser de ceux qu'il avait encadrés pour arriver au pouvoir, ceux qu'il avait encadrés étaient eux-mêmes encadrés par ailleurs, eh bien, il a voulu faire quelques coups pour se débarrasser d'eux, et ça, c'était intolérable. Et dans les milieux internationaux, ça se savait, on le considérait comme un mal appris, il n'avait aucune, il ne prenait aucune forme diplomatique pour parler avec des gens. Bon, il avait un comportement qui sortait tout à fait des cadres de la gestion politique et diplomatique normale. Si encore cela devait servir à asseoir le pouvoir du peuple, comme il se disait soldat du peuple, mais non, qu'est-ce qu'il y a eu comme acte pour donner la voix au peuple? Rien. Ce qui fait que le jour où il a été assassiné, ceux-là même qui avaient intérêt à l'assassiner se sont organisés pour prendre les mesures nécessaires et continuer à régner sur ce pays. Et que pensez-vous de l'actuel président Joseph Kabila? Il y a déjà une grande controverse, surtout au niveau de la diaspora, sur sa nationalité. Oui. Vous êtes une mine d'informations parce qu'on a beaucoup discuté, même hors antenne. Mais on n'a pas parlé de cette question. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Ce que je pense de... Ce que vous pensez et ce que vous en savez déjà de la controverse qu'il y a par rapport à sa nationalité. Bon, en ce qui concerne sa nationalité, il faut considérer tout simplement toutes les publications qui ont été faites. Hein, je pense aux 3 conférenciers d'hier qui ont dit il faut regarder les faits. Ce qui a été publié, des enquêtes qui ont été faites, qui sont publiées dans des livres connus, même par des gens qui soutiennent qu'il est le fils biologique du président de Laurent Désiré, même ceux qui soutiennent ça, dans leurs écrits qu'ils avaient écrits avant peut-être qu'on leur tape sur les doigts, eh bien on peut tout simplement se poser des questions sur certaines choses qui apparaissent. Hein? Je ne vais pas aller plus loin, je vous renvoie tout simplement à ces écrits, à tout ce qui a été écrit, toutes ces controverses. Par exemple... La conférence d'hier, parce que nous sommes en Suisse et cette émission est enregistrée, le jour où il y a eu un forum à Lausanne où on a largement parlé d'un génocide silencieux au Congo, et les conférenciers c'était Patrick Mbeko, Charles Onana et Pierre Péan. Oui, mais donc en ce qui concerne sa nationalité, pour revenir à cette question, je dis, elle est controversée. Elle est controversée et les documents publics n'établissent pas clairement qu'il est le fils biologique en tant que tel. Mais je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, peut-être. Je ne considère pas cela comme important, à un moment donné. Parce que le pays étant dans le chaos, si un étranger vient s'intégrer dans notre nation et il prend les mesures nécessaires pour redonner voix au chapitre au peuple qui a souffert pendant toute la colonisation, après la colonisation, il prend un certain nombre de mesures pour sortir ce peuple du chaos. Quelle que soit sa nationalité, l'adoption de celui-là allait être automatique. C'est le peuple congolais qui allait le prendre et le mettre sur un piédestal en disant d'où que tu sois venu. C'est un peu le cas entre Zambie et Malawi par rapport à Kenneth Kaunda, par exemple, qui est du Malawi. Et ça peut être une référence, mais dans l'histoire, les historiens pourraient rapporter des choses encore plus fortes. Il y a des gens qui peuvent aller soumettre un peuple et qui font tellement de bien pour le peuple qui finalement sont adoptés par le peuple et tout le reste de l'histoire les a adoptés en tant que tels.
Nous venons toujours de quelque part, nous ne savons pas où nous allons aboutir. L'essentiel, c'est le bien que nous faisons là où nous sommes. Donc je pense profondément, personnellement, que notre président actuel n'avait aucun bagage pour diriger le pays en tant que tel. Il n'avait qu'un cœur, et si ce cœur-là avait battu au rythme des intérêts du peuple congolais, il serait un très très grand président. Hein? Et il aurait empêché tout son entourage de nuire. Et malheureusement, son entourage est fait de Congolais félons, mais il est fait aussi de beaucoup d'étrangers qui ont, eux, intérêt tout simplement à exploiter le pays. Et lui, il est là, voilà, il n'a pas fait ce qu'il faut pour le pays, parce que s'il faut faire le bilan de ce qui se passe depuis l'arrivée de Joseph Désiré Kabila, et puis la suite, nous avons déjà perdu des pans entiers de notre pays, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géographique et tout ça. Et le travail qu'il y a à faire est un travail de titan. Et il y en a pour des décennies. Mais, bon, je crois que notre président actuel n'était pas armé pour diriger un pays comme celui-là. Mais si, après tant d'années au pouvoir, il n'arrive pas à retrouver l'intérêt du Congo, ça nous pose un problème. Alors là, maintenant, on va passer aux questions d'actualité parce que nous sommes vraiment aujourd'hui. Il y a un débat ici en Europe sur qui est le père de la résistance congolaise. On parle beaucoup de M. Ngwanda. Mais moi, je sais qu'il y a eu un forum des Congolais de l'étranger, la FCE, qui s'est tenu à Blankenberg. Bon, j'ai eu M. Bafwa qui nous a donné sa version de l'histoire. On nous a expliqué des choses par rapport à ce forum. Je sais que vous êtes un des acteurs de ce forum. C'était quoi? Veuillez nous donner votre version à vous par rapport à ce forum-là. Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas me laisser me faire lapider une fois de plus. Je l'espère. Je ne sais pas ce que mon frère Bafwa vous a dit à ce sujet, mais c'est Disons, il a donné une lecture de l'histoire, et comme je sais qu'il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait quelques controverses, je préfère écouter la lecture d'un autre acteur sans forcément vous opposer. C'est un très grand, comment dire, activiste politique, mais je vais vous dire, vous parlez de Blankenberg. Blankenberg, c'était l'aboutissement négatif de quelque chose qui a commencé avant. Et moi, je vais vous parler de ce qui a commencé avant. Parce que Blankenberg, c'était le premier acte de trahison par des intellectuels congolais, par de la diaspora congolaise, une trahison vis-à-vis non seulement de l'ensemble des Congolais de la diaspora, mais vis-à-vis de notre peuple. Je reviens à l'origine de ce qui s'est passé à Blankenberg. Il y avait des groupes de réflexion dans la suite avant la conférence nationale, après la conférence nationale, etc. Des groupes de réflexion et des choses comme ça. Et à un moment donné, je ne sais plus en 95 ou quelque chose comme ça, on invite à l'initiative d'une association dans laquelle se trouvait notamment Bafwa. Et juste une référence, hein, vous allez par exemple sur NAS4 TV, ceux qui regardent sur d'autres sites, la plupart des sites l'ont mis. Donc regardez l'émission avec Bafwa, regardez l'émission avec Munkamba, vous aurez pour comparer ce qu'eux ils ont dit avec ce qu'il dit. Voilà. Bon, comme je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je suis d'autant plus à l'aise, mais j'espère qu'ils ne m'en voudront pas parce que je ne voudrais pas polémiquer et je puis vous assurer que tout ce que je suis en train de dire peut être étayé avec des documents datés, avec des témoins d'époque, etc. Mais je pense qu'ils sont assez honnêtes pour avoir rappelé tout ça. Donc avant d'arriver à Blankenberg, qu'est-ce qui se passe? À l'initiative de l'association dans laquelle se trouvait notamment Bafwa, on se donne rendez-vous à Puydou,
Hein, c'est dans une localité ici aux alentours de Lausanne, un endroit tout à fait charmant. Donc un colloque, dire par rapport à la situation de notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, Congolais de l'étranger. Eh bien, il faut que nous élaborions une espèce de cahier, pas de revendications, mais de recommandations que nous allons adresser au Parlement, je crois que c'était le Parlement de la transition, ou quelque chose comme ça, aux autorités de l'époque. Nous sommes en 95, je crois. Et nous allons faire ça. Et puis nous allons dire, voilà, nous pensons qu'il faut faire ça, 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 ça et ça, pour mettre en œuvre tout ce qui a été dit à la conférence nationale, et toutes ces choses-là. Mais dans certains groupes de réflexion, dont celui auquel j'appartenais, qui s'appelait Convergence, nous avions une réflexion qui était beaucoup plus élaborée par rapport à ça. Nous sommes arrivés et nous avons dit, écoutez, nous ne pouvons pas, c'est cette histoire d'adresser chaque fois des recommandations aux députés nationaux dont nous avons la preuve qu'ils ont souvent d'autres logiques, ça commence à bien faire. Nous n'avons aucune force de contrainte sur ces gens-là. Alors, est-ce que la bonne idée ne serait pas d'abord de nous structurer en tant que diaspora congolais de l'étranger, et sur la base d'une nouvelle conscience politique. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure en disant il faut, à propos de la société civile, insuffler dans chaque structure de la société civile un minimum de conscience politique. Quand on agit en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, on est toujours relié non pas au salaire, au prestige, mais à l'intérêt national. Et ça change la perspective. Et par rapport à ça, nous avions fait cette réflexion depuis plusieurs années. Et nous avions même fait des tentatives à partir d'un groupe de réflexion que j'animais, malgré toute la discrétion que je devais observer en tant que fonctionnaire international à l'époque, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas fonctionnaires internationaux qui pouvaient porter cette parole. Nous avions aidé, il y a très peu de gens qui savent ça, à encourager par toutes sortes de moyens les jeunes magistrats à organiser un syndicat de la magistrature au Congo. Et ils se sont présentés en tant que syndicat de la magistrature en défendant certains intérêts de la magistrature, mais reliés au cadre national. Ils étaient à la conférence nationale. Ça venait de quelque part. Nous les avons encouragés. Nous ne disons pas que nous les avons manipulés. Non, non, non. Nous les avons encouragés en donnant ce que nous pouvions donner comme information venant d'autres structures semblables dans des pays où il y a eu ce genre de combat. Ok. Donc, avec cette façon de voir, nous arrivons donc à Puydou, nous disons, essayons de voir comment nous organiser. Et si les Congolais de l'étranger ont une structure organisée, ils pourront peser sur les politiciens au Congo. Donc, commençons par la base et définissons les modalités d'organisation. Il y a eu unanimité là-dessus. Donc, il n'était plus question d'envoyer des recommandations. Nous avons élaboré un schéma pour ce processus et j'ai été désigné comme président pour élaborer tout ça. Mais comme, encore une fois, dans ma qualité de fonctionnaire international, je ne pouvais pas prétendre à occuper des fonctions de caractère politique ou des choses comme ça. J'ai tout simplement proposé ce que je pouvais avoir comme expérience dans la lutte politique pour élaborer les statuts et toutes sortes de choses, organiser des consultations, etc. Le mandat essentiel était de faire en sorte que dans chaque pays où il y avait des Congolais, il puisse y avoir une espèce de coordination de la société civile. Des gens qui avaient des associations caritatives, des gens qui avaient des tendances plutôt politiques, de mettre tout cela dans chaque endroit en partant d'une idée. Chaque
endroit où se trouve un groupe de Congolais, c'est un microcosme de la société congolaise, de la nation congolaise. Donc il peut y avoir des opinions différentes, mais il faut essayer de regrouper tout ça. Et chaque fois qu'un Congolais prend une initiative, il faut qu'il soit accompagné par tous les autres pour faire aboutir et réussir son initiative caritative, par exemple. Voilà, donc ces belles idées mises en place. Oui. Donc vous décidez d'organiser un forum pour mettre tout cela en symbiose et en musique. On commence à organiser section par section. Moi-même, j'avais peut-être la possibilité de me déplacer. Je pouvais avoir un tout petit peu plus de mobilité que des étudiants ou des choses comme ça. On va en France, on organise la première section française des Congolais de l'étranger. Et c'est là qu'on prend la décision de baptiser ça la FCE, Fédération des Congolais de l'étranger. En Suisse, on organise, il y a un comité. Comme quand je suis en fonction en Afrique, moi-même, profitant, je le reconnais, de mes déplacements professionnels comme fonctionnaire inter, puisque j'étais conseiller dans tous les pays francophones pour certaines questions juridiques. Chaque fois que je me déplaçais, je suis au Sénégal, je recense les Congolais qui sont là, on les rassemble, on dit organisez-vous une structure de Congolais de l'étranger.